Never when you talk dirty. Je suis un peu emmerdé sur cette émission-là, quand même. Parce que j'ai trop de choses à dire, et je sais même pas dans quel sens je vais dire les trucs. J'ai découvert le cinéma indien, mais comme beaucoup de gens, si tu veux, redécouvert. J'avais déjà vu des trucs, mais j'ai redécouvert via RRR l'année dernière, si tu veux. Alors on attend... le film est censé ressortir en salle en France. Alors je m'étais dit, je vais attendre RRR pour commencer à parler de film indien avec celui-là. Puis comme on n'a pas de date, je savais pas. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui est visible facilement par les gens, qui fait une connexion à Rajamouli. Alors ça tombait bien, il y a Bahubali qui est sur Netflix. Et donc je me suis dit, bah, on va un peu initier les films en parlant de celui-là. Et je suis pas une sommité du cinéma indien, je suis un fanboy qui découvre là maintenant le nouveau cinéma indien, comme j'ai découvert le cinéma hongkongais à la fin des années 90, donc avec toute l'humilité que ça peut présupposer, puisque même si j'ai bouffé du film. Je veux dire que depuis j'en ai vu plus d'une centaine des films indiens, j'en ai rattrapé une tonne. J'ai une meilleure vision d'ensemble de ce que ça peut être sans avoir forcément, par exemple, les référents historiques, tu vois, les grands classiques des années peut-être 80, 90, que j'ai pas tous vus. Je m'adresse aux néophytes, je m'adresse pas aux mecs qui ont déjà vu KGF, Pushpa, tout ça, qui voient un peu le bidule. Je m'adresse vraiment aux gens qui disent quoi, cinéma indien, c'est des gens en costume qui dansent, parce que la dernière image qu'ils avaient de ça, c'était Lagan ou Devdas il y a 15 ans, tu vois. Et ça a quand même un peu évolué. Mais c'est pas grave, je me lance parce que je vais le faire en disant un truc important au départ, qui est l'enthousiasme de la découverte fait que tu es plus indulgent sur la réalité, parfois, de ce que tu regardes. Voilà. Je voulais commencer par quelque chose, donc je ne commence pas par une actualité, mais je commence par des films qui sont dispo sur Prime, sur Netflix, pardon, et qui méritent de jeter un œil. Et donc, du coup, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cet enthousiasme-là, il m'est propre, parce que je trouve là-dedans un état d'esprit, un désir de mise en scène, un désir de cinéma qui me parle. Tout m'intéresse à partir du moment où je trouve que c'est bien fait d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai autant regardé des épopées que des films d'action, que des polars, que des comédies, et à boire et à manger dans tous les genres. Voilà. Bon, ça c'était une petite grosse introduction. Après j'explique un peu dedans et on reviendra sur certaines choses. Voilà. Bring it on. Don't fuck with me. Tu me dis quand t'es prêt. Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui je vais faire une petite émission qui me tient particulièrement à cœur, mais qui ne risque d'être vue que par un pelé et deux tondus. Pourquoi? Parce que pour le coup, je vais prendre une putain de tangente stratosphérique vers une galaxie très très lointaine, tellement lointaine qu'à l'exception d'une poignée de passionnés et au-delà de quelques phrases médiatiques en mode exotisme de salon, personne n'en parle dans notre si beau pays enivré de ses propres lumières. Non, je ne m'envole pas vers notre Jupiter omniscient, faut quand même pas déconner, mais vers l'Inde et son cinéma qui vit de vraies révolutions depuis un certain temps. L'Inde, vous saviez, ce pays du pouletica, des vaches sacrées, des sidekicks débiles dans les films ricains et des musicals de Bollywood, tellement rigolo de loin, mais neuneux quand même, pour nous autres champions de l'essentialisation cynique. Si je reprends cette novlangue de merde qui sert aujourd'hui de substrat à la pensée officielle, je ne jette pourtant pas la pierre à nos compatriotes. Hormis quelques passeurs critiques de bonne volonté, quelques sorties salles et quelques festivals ci et là, il est très difficile d'avoir accès au cinéma indien. Pas soutenu médiatiquement, très peu distribué, presque jamais traduit, même sur les plateformes où il n'est visiblement destiné qu'à la diaspora, et terriblement caricaturé dans notre imaginaire daté, il vit ce que vivait le cinéma de Hong Kong dans ma jeunesse, avant que ne soit révélé au monde sa richesse et ses talents. Et si je ne jette pas la pierre, c'est que je maudis également et l'ignorance et le manque de curiosité dont j'ai fait preuve jusque-là, et que je regrette amèrement, car le cinéma indien, toujours autant ancré dans sa culture, ses mythes et sa spiritualité, toujours autant libre dans sa manière de brasser, culturellement et industriellement parlant, la musique, la danse et le cinéma, a profondément changé. La révélation pour moi fut bien évidemment la découverte du d'ores et déjà célébré RRR de Rajamouli, dont la présence aux Oscars et aux Golden Globes vont, je l'espère, faire découvrir ce chef-d'œuvre au monde entier et entrouvrir la porte
vers un cinéma totalement jubilatoire. La preuve, depuis RRR, je bouffe mon retard comme un taré, j'enchaîne les blockbusters indiens à la pelle, j'ai une banane de ouf sur presque chacune de mes découvertes, et soudain, la majorité de ce qui débarque à Hollywood, à grand renfort de pub, me paraît d'une fadeur, d'une vacuité, d'une mollesse et d'un ennui qui ne le dispute qu'à sa crétinerie idéologique. J'aurais adoré initier mes chroniques du cinéma indien par RRR, mais comme il n'est pas encore dispo en France, et vu que je n'ai pas la patience d'attendre pour évoquer cette nouvelle passion, je me rabats avec joie sur les précédentes œuvres du réalisateur, Bahubali 1 et Bahubali 2, deux putains d'épopées absolues qui, incroyables, sont dispo sur Netflix. Vous n'avez donc plus aucune excuse. Comme je viens de niquer la moitié de l'émission juste avec mon intro, je vais essayer d'être synthétique, mais ça va être dur. Sachez juste que Bollywood, terme détesté par les Indiens eux-mêmes, paraît-il, n'évoque en réalité que l'industrie de Mumbai, dans un pays si vaste qu'il concentre pas moins de 6 ou 7 pôles de production locale, plus ou moins importants, et correspondant à des cultures et des langues différentes, comme les industries Telugu, Tamil ou Kannada, installées dans le sud de l'Inde. Malgré le méga succès du récent Pathan avec Shah Rukh Khan, devenu le plus gros carton de l'histoire du cinoche indien, la domination de Bollywood en Inde s'est affaiblie, tensée par certains blockbusters Telugu ou Kannada comme Bahubali, Pushpa ou KGF, dont les profits ont dépassé depuis 2021 ceux de Bollywood. Le cinéma de Bombay a été, le Bollywood a été pas mal critiqué, c'est pour ça que le Telugu est revenu, parce qu'on est dans une autre culture. Là-bas, l'Inde elle est fondée sur des castes. Et ça conditionne la vie sociale indienne. Outre le fait que c'est un pays tellement gigantesque que tu as des cultures radicalement différentes d'une région à une autre, la logique de caste, elle est là. Le cinéma de Bollywood, les stars du cinéma de Bollywood sont tous des mecs fils d'eux, c'est la même famille, les Khan, les Kapoor, les tout ça. Quand tu vois Hrithik Roshan, qui est quand même une star là-bas, tu vois, le mec, il a commencé à 5 ans, il était déjà amené par son père qui était metteur en scène, gna 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 gna. Bon, il y a tout ce truc-là qui a eu, pour les populations éloignées de Bollywood, un effet répulsif au bout d'un moment. Et ils ont créé, quand l'industrie a commencé à se créer, à développer leurs propres stars. Et du coup, ces stars-là paraissaient plus proches du peuple. Et du coup, ça a boosté ce cinéma-là. Et puis des films comme Pushpa, KGF, comme Bahubali, tout d'un coup, ont donné une importance au cinéma du sud de l'Inde. Très important parce que Rajamouli, on est extrêmement fier de ça. C'est la première chose qu'il dit quand on lui dit cinéma indien. Il dit « moi, je fais pas des films de Bollywood. Moi, je viens du sud de l'Inde. » Et donc, t'as vraiment tout ça qui est important à mesurer en background. Parmi les réalisateurs qui ont permis cette mutation, il y a bien évidemment SS Rajamouli, qui bénéficie aujourd'hui d'une aura internationale avec RRR, mais qui avait déjà marqué le cinéma indien avec des films comme Magadhira, l'absolument génial Ega, et surtout son diptyque sur la légende des Bahubali, dont les opus sont sortis en 2015 et 2017. C'était un peu nul comme fin de phrase. Et 2017. Sorte d'épopée mythologique aux accents shakespeariens qui s'étale sur 2 époques et narre la rivalité de 2 faux frères qui se disputent le trône d'une ville impériale. Bahubali est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma indien, un des plus gros succès locaux et un spectacle total d'une puissance évocatrice absolument dingue dont la dramaturgie radicale n'a d'égal que le tour de force technologique qu'il représente. Avec des décors gigantesques que n'auraient pas renié Fred Niblo ou Cécile B2000, des scènes de bataille hallucinantes, héritières de Peter Jackson, mais avec une audace, une énergie, une inventivité, une folie dont seul le cinéma de Hong Kong pouvait jusqu'ici se targuer, Bahubali en met plein la gueule, tout en nous impliquant émotionnellement comme aucun blockbuster ricain actuel n'est capable de le faire, hormis de rares exceptions. Et je fais une parenthèse pour réinsister sur ce fait. Moi, mais j'ai pris une clacasse émotionnelle. Mais je veux dire, j'étais en trique intégral, j'étais en jouissance permanente, j'étais en turgescence absolue. C'était un festival, tu vois. Mais pas que l'action, parce que comme le cinéma hongkongais,
Il y a des trucs qui sont mal faits. Ou tu vois, ils avaient pas, à l'époque de Bahubali, la technicité que peut avoir sur les VFX le cinéma américain, où on essaye d'être nickel chrome le maximum du temps, surtout sur des scènes épiques de bataille, comme a pu l'être Jackson sur Le Retour du Roi, où bon, tu vois le truc, c'est techniquement irréprochable. Et là, c'est pas techniquement irréprochable. T'as des trucs qui sont improbables, t'as des trucs très mal faits. Tout. Mais les idées, elles sont tellement ouf. Donc c'est toujours ça. Moi, les gens qui vont s'arrêter à de la technicité ou s'arrêter à de la fabrication, déjà arrête-toi à la mise en scène avant de t'arrêter à la fabrication, parce que la mise en scène est supérieure à la fabrication. Et ensuite, derrière, ne bride pas, ne fais pas ton peine à jouir, et ne bride pas d'assumer un premier degré. Je reprocherai à personne de faire un blocage. Il y en a qui feront des blocages. Surtout que Bahubali, qui est donc 2 films de 2h20, dans toute sa première partie un peu mythologique, est vraiment ancré dans l'ancien Bollywood, même si c'est pas du cinéma de Bollywood, mais il est ancré dans cet ancien truc très personnage très naïf, très premier degré, très cucul à praline. La première scène de chant et de danse de Bahubali, genre même moi qui suis very open-minded, je regarde le truc, je fais ah ben là c'est quand même extrêmement kitschos là. Là on frôle le over cucul à praline là. Et tout, ouais, je veux dire dans les plans sur les petites fleurs, la musique, les trucs, là tu te dis non mais c'est Heidi quoi au pays de l'Inde. Donc ça c'est horrible. Mais alors ce qui est étonnant avec ce film là, comme dans beaucoup de films, c'est qu'il ne faut jamais préjuger la première heure d'un film indien, mais jamais, règle, rule number 1, ne préjuge jamais d'un film indien sur sa première heure. Parce que tu vas des fois commencer sur des trucs, mais tellement cucu, et puis en une scène, ça part en vénéritude, mais t'es là et tu fais « What ?» Et moi, ça m'a fait ça sur Bahubali. Tu sais, au début, le mec, il monte sa falaise, là, il rencontre la nana, et puis une fois que tu découvres les enjeux derrière, mais là, ça devient de l'épopée, mais ultra vénère, quoi. Et c'est méga cool après. Puis quand tu commences à rentrer, à t'accrocher au perso, le cliffhanger du premier film, mais en mode heroic fantasy total, là, cette espèce de contre-champ, là, enfin de champ en clair-obscur, avec le mec qui transperce l'autre par derrière. T'es là, c'est mais purement mythologique. Et tu te dis, waouh, c'est sympathique. Et puis là, tu mets Bahubali 2. Et là, dès le départ, tu fais « What ?» Le truc, il explose le premier, mais ça part en c'est Retour du Roi x2, avec des yakayos méchants, hyper vénères, qui avancent au ralenti, surmusclés, qui se foutent des patates dans la gueule. Enfin, c'est... Et moi, j'ai pris le truc, j'ai pris une claque. Alors, je dis ça, c'est moi. Pourquoi je te dis ça? J'ai des potes cinéphiles qui partagent la plupart de mes goûts cinématographiques. Ils ont vu Bahubali, ils m'ont fait « Ouais. » J'étais là, ouais. Fou les mecs, vous avez fumé la moquette, vous allez vous satisfaire d'un actionneur ricain à moitié de merde parce que t'as eu 2 idées qui vont te plaire, et là t'as une espèce de monument où même moi après quand j'ai vu les scènes de tournage et j'ai vu que putain c'était pas que des VFX les décors et que c'était des putains de décors en taille réelle, j'ai fait mais c'est Cécile B2000 le mec, il a mis 6 ans pour le faire, c'est Bahubali, enfin au bout d'un moment tu vois, faut écarter les œillères et puis faut se dire, je le prends pour ce que c'est, avec ces trucs ratés et tout ça. Car ce ne sont pas les CGI à gogo, l'action quasi biblique qu'il met en scène ou la vénéritude badass de ses protagonistes qui en font le sel, même si c'est déjà super cool. Non, pléthore de blockbusters indiens se contentent de ça et paraissent derrière leur tunasse et leur velléité d'épopée ostentatoire aussi creux que du Marvel. Ici, ce sont les talents de conteur et de metteur en scène de Rajamouli qui font toute la différence et qui se révéleront encore davantage dans RRR, qui représente à mes yeux son film parfait. Il y a 1000 idées de mise en scène géniales, surtout dans le 2e film, qui rendent chaque scène captivante, spectaculaire, jouissive dans la façon dont elle embrasse l'absolu total de sa dramaturgie. Il y a une construction narrative typiquement indienne, fondée sur des croyances ancestrales, ou des enjeux pourtant codés par la foi absolue que porte en eux le réalisateur, touche à des questionnements universels. Mais il y a surtout une vision du monde, tantôt âpre et violente, tantôt enchanteresse et ludique, où la danse côtoie le drame, où le chant fait évoluer l'histoire, où le mythe est réellement là pour interroger la condition humaine. Il y a une culture et une spiritualité où l'on mesure l'importance de la transmission, du cycle de la vie, de l'héritage, comme Cameron vient de le faire comprendre, et qui manque cruellement à un cinéma occidental en panne d'imaginaire porteur de sens. Donc en fait, t'as 2 choses. T'as notre regard cinéphilique sur la mise en scène, le traitement du scénario, et on peut le prendre d'une certaine manière.
Dans Bahubali, moi, je trouve que par rapport à cette tradition, tu sais, ils font des films où souvent tu pars 1 heure sur une histoire, puis tu as un flashback, mais en fait, ça dure pas 5 minutes, ça dure tout le film, puis après, tu reviens sur le truc. Tu sais, c'est la réincarnation, le truc. Enfin bon, ils jouent beaucoup là-dessus, la transmission. Les parents sont fondamentaux dans la cellule familiale en Inde. C'est un truc hyper important. Bon, bref. Évidemment, on peut voir tout ça, mais il y a aussi ce premier degré. Ce premier degré qui a complètement oublié pour moi le cinéma occidental et qui est salvateur, en fait. Je parle de condition humaine dans le sens de qu'est-ce qui nous fédère. Quelles sont les bases qui nous fédèrent. Aujourd'hui, le cinéma américain cherche le plus petit dénominateur commun dans tout ce qu'il fait. Ici, dans les films indiens, ils cherchent le plus grand dénominateur commun. Donc on te parle de quoi? On te parle de père et d'enfant. On te parle de famille, on te parle de trahison, on te parle d'amour, on te parle d'amitié, on te parle de culture, on te parle de choses qui fédèrent, que tous les gens connaissent. La vie, la mort, la naissance, tes parents, t'es trahi, tu te venges, l'honneur. Tu vois, des trucs cons, quoi. C'est le principe d'une épopée. Le principe d'une épopée, c'est la ritualisation de la façon dont, comme dans Le Seigneur des Anneaux, où le plus petit être, par courage, par héroïsme, par altruisme, va changer le monde. Et t'as pas besoin de faire des trucs psychanalytiques, tortueux ou quoi que ce soit. T'as besoin de codes simples et de défense de valeurs toutes connes qu'on a vu, mais qu'on voyait quand on allait voir Schwarzenegger et Stallone. Enfin, je veux dire, les mecs qui critiquent sur des trucs, t'as envie de dire, bon, Rambo 2, excuse-moi. Et justement, pour en apprécier toute la grandeur, toute la force émotionnelle et toute la portée universelle, il faut balancer aux chiottes nos œillères culturelles, nos ricanements faciles, nos postures, nos jugements hâtifs, et embrasser sans retenue son premier degré, qui fait aussi un bien fou. Car comme tout blockbuster indien, Bahubali ne se dévoile pas comme une série télé au bout de 10 minutes, ni au bout d'1 heure, mais au bout de 4. Il faut dépasser l'apparente naïveté des personnages, le kitsch assumé de certaines scènes, l'incompréhension d'us et coutumes qui nous sont étrangers, ou la maladresse de certains effets visuels. Car chez Rajamouli, comme chez d'autres, l'idée prime souvent sur l'exécution, le sens sur l'intrigue, le jouissif sur le vraisemblable et le mythe fédérateur sur le rationnel chiant. Tous les potards y sont poussés à fond, tant dans la violence que dans les sentiments, tant dans l'action que dans l'overdrama. Mais croyez-moi, ces deux films, comme RRR, vont imprimer vos rétines et vos sens. Ils sont de pur bonheur à mes yeux, hein. Ils sont de pur bonheur de cinéma, qui file aujourd'hui la banane comme peu d'autres films sont capables de le faire. On hallucine en les voyant, j'ai halluciné en les digérant, et je défie quiconque, après les avoir vus, de ne pas rêver de leur plan iconique, de ne pas fredonner leur musique, ou de ne pas mimer leur pas de danse. Sinon, alors, vous avez un balai dans le cul, hein, mais bon. Et c'est à ça qu'on reconnaît des œuvres qui nous élèvent et nous donnent de nouveau la foi. Et c'est ça le plus important. On peut tout rationaliser, il est là le problème. C'est-à-dire que même quand j'ai cette conversation avec des cinéphiles, et je l'ai eu sur le cinéma indien, mais à chaque fois que je me suis emballé, même analytiquement sur un film, c'est d'abord parce que j'avais les poils qui sortaient. Moi, c'est ça que je cherche au cinéma. Mad Max, j'avais les poils qui montaient. Avatar, j'avais les poils qui montaient. C'est tout, c'est ça qui prime d'abord. Et puis ça, t'as envie de le défendre plus que tout, parce que t'essaies derrière de comprendre pourquoi j'ai ressenti ça à ce point-là. Et quand je regarde les Rajamouli, c'est pareil. Je me suis longtemps posé la question sur RRR. On en parlera peut-être quand le film sort, mais je me suis dit, ouais, si je le regarde comme je regarde des autres films américains, je serais le premier à dire, oh, c'est trop long. Je pourrais être le premier à dire, oh, c'est trop naïf, oh, c'est trop premier degré, oh, c'est ci, oh, c'est ça. Et puis après, quand tu vois d'autres films indiens, tu mesures à quel point la mise en scène de Rajamouli se distingue aussi par d'autres. Une des premières scènes, une des deuxièmes scènes là, de danse, que moi, la première fois, j'ai regardé en me disant « Oh, c'est bien filmé !» C'est ce que tu veux, la scène où il se fait un peu dragouiller par plusieurs nanas, là, Putain, quand t'as vu d'autres films indiens, comment ils filment les scènes de danse, et que tu remates ça là, tu te dis, le mec, il a condensé toute la profession de foi de son truc là-dedans. C'est d'une intelligence dans la mise en scène qui est dingue. Si tu fais une comparaison avec les États-Unis, Rajamouli, c'est un peu toute proportion gardée, hein, mais c'est un peu le Spielberg, c'est le Spielberg indien. C'est le mec, il a une compréhension de la mise en scène, et puis il a été
nourri au cinéma américain. Il comprend la mise en scène. C'est un fan de Spielberg, il s'en cache pas. D'ailleurs, le prochain film qu'il fait, c'est un Indiana Jones-like. Il a déjà dit, je fais mon film d'aventure qui va coûter une patate avec une star telugu qui s'appelle Mahesh Babu. Il est en train de préparer ça, ça va être monumental. Mais il connaît ça, il le digère. Il connaît, c'est un mec de mise en scène. Ça a été un des premiers réalisateurs en Inde, là, à dire... Moi, je ne veux plus faire une scène de danse ou une scène de chant qui, comme dans les autres films, apparaît de manière abrupte au milieu du film, juste pour vendre le film en amont de sa sortie. Je veux qu'elle raconte une histoire, et c'est d'ailleurs ce qui est brillamment fait dans la fameuse chanson Natou Natou de RRR, qui te fait progresser l'histoire et qui te raconte l'histoire dans la scène de danse. Mais ça, il le fait dans pratiquement tous ses films, Rajamouli. Et c'est déjà un vrai regard de cinéaste, un vrai regard de metteur en scène, comme il y en a d'autres metteurs en scène, plus dans le sud, plus dans le cinéma tamoul et tout ça, qui ont des vrais partis pris, qui ont des vraies professions de foi, qui sont intéressantes. La grande force de Rajamouli par rapport à d'autres, c'est que, je vais caricaturer, hein, mais tu as des actionneurs indiens, ils vont se contenter de pomper Fast and Furious. Rajamouli, il va citer les meilleurs. Il a une culture cinématographique. Donc en fait, il peut emprunter à Mel Gibson, à Spielberg, il peut emprunter à John Ford, il peut emprunter... Il les a vus. Il a vu tout ça. Tu le lis dans ses interviews. Il a des références culturelles, cinématographiques, occidentales qu'il maîtrise. Donc je pense qu'il fait, mais comme les Wachowski ont fait quand ils font Matrix, ils digèrent leurs influences, et ils les transforment et ils en font une singularité. Rajamouli, c'est exactement la même chose. Tu vois énormément de référents, de plans qui sont inspirés d'eux, mais il y a un sens. Il y a cette capacité à comprendre que si je fais un plan, il doit, signifier quelque chose par rapport à la scène qu'il met, ou deux, apporter une information en plus. Ce qui est merveilleux, moi, je trouve, dans Bahubali, au-delà de son budget, au-delà de ses scènes d'action, au-delà du badass de ses personnages, des ralentis et tout ça, c'est la dramaturgie quasi shakespearienne qui gère. C'est-à-dire qu'on appuie... Quand il y a le drama, on l'assume, on le fait au premier degré. On ne le fait pas avec cynisme, on ne le fait pas en sous-entendant « je n'y crois pas », c'est que je l'embrasse dans son absolu. Et c'est là aussi que tu comprends mieux petit à petit la spécificité de Rajamouli. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, contrairement à d'autres, d'abord, il aime la mise en scène, il sait le faire, il connaît le découpage, il maîtrise ses codes, ce qui lui permet soit de les dynamiter, soit de les transcender. Il y a un autre film, et là je veux qu'on montre la bande-annonce parce qu'il est improbable, qui s'appelle Ega, ce qui veut dire la mouche. Et c'est le film le plus improbable du monde. Tu vois la bande-annonce, tu te dis non mais c'est pas possible. Il y a un mec qui tombe amoureux d'une gentille nana, c'est sa voisine, mais en fait la gentille nana est draguée par un méchant gangster qui comprend qu'elle a un amoureux et ça lui plaît pas du tout, et il bute l'amoureux. Il y a déjà 40 minutes de film qui sont passées. Okay, bute l'amoureux, qui se réincarne en mouche, et qui décide d'aller régler son compte à ce putain de gangster. Tu te dis, mais c'est pas possible le film. Moi, je serais là, tu dis, c'est pas possible. Je montre la bande-annonce à mon fils, il me dit, je veux le voir. Je dis, ouais, bon, on en a des mieux à voir avant, tu vois. Et puis on met le truc. Il n'y a que Rajamouli qui peut faire ça. Je pense que n'importe quel autre réal en Inde aurait foiré le truc. Et le mec, c'est le petit Spielberg. Il arrive, à te faire croire à l'histoire, 2, à t'éclater, à faire du badass avec une mouche comme as. C'est ouf. Le film, tu vois, t'as la banane. Moi, j'ai fini au bout de 2h30, je suis là. Génial. Absolument génial. Et dans Bahubali, c'est ça. Quand tu connais pas le cinéma indien, t'as un peu du mal parce que t'as tes résistances occidentales, tes préjugés qui te font. Et puis dès que tu les lâches, mais t'es embarqué dans le truc et t'as qu'une envie, c'est que Bahubali, à la fin, il défonce tout le monde, quoi. Et il le fait. Et c'est magnifique. Et moi, je suis ouf à la fin du film. Et j'étais là, je me rappelle, on a fini le film, on était là, Bahubali, Bahubali. Moi, j'ai téléchargé les chansons, quoi. Je les mets dans la voiture quand je roule. Et voilà, donc moi, je suis plus objectif parce que je kiffe ça. Mais avant de préjuger, regardez. Je vous intime de regarder, puis vous ferez votre propre idée derrière. Et si vous kiffez ça, ce qui est génial, c'est que t'as 20 ans de film à rattraper. Et là, mais c'est un bonheur. Moi, je me retrouve maintenant sur lequel je vais regarder là maintenant parce que j'en ai trop plein, quoi. Et ça, c'est cool. Là où on galère pour trouver 2 bons films, tu vois, de genre qui viennent dans l'année des États-Unis. Voilà, bon, bref, on en a déjà beaucoup trop dit, mais bon, là, c'est normal, c'était un trop-plein. Mais après, on reviendra sur d'autres films indiens, on sera plus recentré sur les films en eux-mêmes. Voilà, sur ce, cette minute Yannick Dahan est terminée. J'espère que ça a au moins intéressé quelqu'un de découvrir petit à petit le cinoche indien. Je sais qu'il y a des cinéphiles là
qui commence à s'y mettre, parce que on m'envoie des bandes annonces, on m'envoie des trucs, donc ça commence à bouger un petit peu, et moi ça me fait kiffer, donc après j'ai toujours des ronchons qui sont en train de dire c'est de la merde, c'est que des moustachus, c'est que des... Bah, moi j'aime bien la moustache, déjà, et donc voilà, et on en parlera d'autres, on parlera de Patane, on parlera des RRR, j'espère dans les semaines qui viennent. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, où là aussi, on part une nouvelle fois d'Occident pour aller parler d'un autre film d'action. Et en attendant, regardez cette bande-annonce d'un plus vieux film de Rajamouli, qui est complètement surréaliste, mais qui est absolument génial, et je vous garantis, le film est mortel, ça s'appelle Ega, et voilà, bon visionnage. బిందు జోలికి రావద్దు చంపేస్తా